On va parler de méritantisme. Alors, les classes, les castes, les ordres, les strates, les indices, qu'est-ce qu'on adore segmenter, hein. En parlant de caste, on se croirait en Inde. Et le sujet de la méritocratie paraît intouchable. Et pourtant, il y a trois experts, dont deux présents ici, et un qui est avec nous par la pensée, qui vont s'y coller. Et ils ont vraiment du méritantisme. Elle est journaliste, elle est chef d'entreprise. C'est avant tout une exploratrice, une défricheuse de talent, avec beaucoup de talent. L'identité, la diversité, elle va nous en parler sans détour. Julie Joly, qui est avec nous. Julie, viens nous rejoindre. La directrice générale du Nouvel Ops. Viens, Julie. Oui, je t'en prie. Ouverture d'esprit, dialogue, partage, confrontation constructive dans le vaste chantier des relations sociales. Il est comme un ouvrier qui promeut depuis toujours une certaine idée de l'engagement citoyen. Que la force saute avec Jean-Claude Mailly. Jean-Claude, viens nous rejoindre. Voilà, Jean-Claude qui nous rejoint. On avait un troisième invité qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous. Thibaut, il est covidé. Voilà, Thibaut de Vancé, à qui on pense évidemment. Méritantisme, voilà, c'est un joli nom, hein, Jean-Pierre. Je ne sais pas à quel moment tu as trouvé ça, mais... Julie, merci d'être avec nous. Parle-nous un peu de ton parcours, parce que tu es je disais, défricheuse, observatrice, et tu t'intéresses à tout. On s'est connus, nous, à l'ESCP, hein, dans notre école. Raconte-nous un petit peu, parce que ce parcours forge aussi tes convictions. Surtout que moi, je me sens tout sauf méritante. Je pense que je suis le prototype de la fille qui a eu tellement de chance, d'abord d'avoir eu Fred Ferrer comme prof. C'est quand même une chance incroyable. Et ouais. C'est là que tu te dis la différence d'âge, c'est la folie. Rien à voir, il était très très jeune déjà. Ouais. On a 8 ans d'écart, voilà. Donc effectivement, moi j'ai l'histoire banale d'une fille bonne élève en province et qui arrive à Paris en prépa et qui rentre dans une grande école et qui a cette chance-là inouïe en fait dans le système élitiste français de cocher les cases parce qu'on est bon élève et qu'on n'a pas de problèmes familiaux particuliers. Ce qui est vrai, c'est que quand je suis arrivée en tout cas dans cette grande école, je me suis pas trouvée à ma place. J'étais à HEC et je savais pas ce que je faisais là et j'étais pas plus souvent en train de suivre des cours de philo ou d'histoire de l'art ou d'autres choses, enfin tout pour pas faire de la compta, ce que je regrette beaucoup aujourd'hui dans mes fonctions actuelles. Donc voilà, donc effectivement après HEC j'ai été journaliste pendant 15 ans et ça a été, je connaissais aucun journaliste, j'avais aucune famille dans les médias, j'étais pas parisienne et puis à HEC à l'époque on ne donnait pas de convention de stage pour aller faire des stages dans les journaux, donc vraiment ça a été ma première... oui, j'ai fait ce choix complètement assumé et très heureux de choisir une vocation plutôt qu'un salaire, plutôt qu'un métier que même je connaissais. Donc ça a été ma première chance, et puis effectivement, et je l'ai fait après avoir connu Frédéric notamment. Et puis au bout de ces 15 années d'expérience en presse écrite à l'Express, j'ai, comme ceux qui connaissent peut-être un peu la presse, été un peu inquiète de l'état de la presse écrite, inquiète aussi je devrais dire ça à Christophe Barbier qui sera là demain, mais je lui dirai demain, du problème de management des médias. Je trouvais que on n'était pas bien géré, pas bien managé, qu'on allait dans le mur et que ça pouvait pas se dire, qu'on n'avait pas le droit de le dire. Il y avait beaucoup trop d'hommes dans ces salles de rédaction. Et c'était pénible en fait. Et moi j'étais, je pense à l'époque, 38 ans, 3 enfants, l'envie d'aller faire autre chose et de prendre un peu des risques. Donc j'ai été au CFJ, dans une école, mais je ne vais pas être trop longue non plus, enfin je sais pas, diriger une école associative au CFJ, une école de journalisme, où j'ai pas fait cette école. Donc encore on est en France, donc quand on fait pas une école et qu'on la dirige, ça passe pas très bien. J'étais une des premières femmes, je crois, à diriger cette école. Alors je suis pas une revendicatrice absolue du fait d'avoir des femmes à tous les postes, mais ça se sent quand on est la première quelque part, c'est qu'on n'est clairement pas attendu. Et ça a été une expérience, j'ai eu ma deuxième vocation, j'ai absolument adoré être avec des étudiants, et dans tout ce que j'ai entendu depuis ce matin, sur la rencontre, la différence, je reconnais toutes les expériences que m'ont offertes ces écoles. Enfin vraiment, si vous voulez rencontrer des gens différents, allez dans des écoles. Et puis depuis janvier, j'ai la joie de diriger l'Obs, non pas la rédaction, mais le groupe. Donc je reviens à la presse écrite, mais là, si ça se plante, ce sera de ma faute. Parce que tu es la patronne. On parlera de l'école W tout à l'heure. Merci Julie. Jean-Claude, merci d'être avec nous. Je t'ai vu très attentif
à tous les échanges qu'on a eus depuis ce matin. Et quand je t'ai proposé de venir, tu m'as dit oui, ça m'enchante. Ce thème, le dilemme identitaire, me parle évidemment. Oui, même si le terme méritantisme m'a interpellé quand même. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Effectivement, si c'est l'idéologie du mérite, pour aller vite, si je fais un peu ça, moi je considère que le mérite, en tous les cas, n'est pas incompatible avec les valeurs républicaines. De la même manière que quand il y a des droits, il y a des devoirs également. Donc c'est des choses qui m'apparaissent importantes. Moi j'ai un passé de militant, et même si maintenant je n'ai plus aucune responsabilité médicale, je me considère toujours comme un militant, au moins un militant de la République. Je pense que c'est un élément clé avec toutes ces valeurs. Considère qu'on en oublie beaucoup. On parlait de la fraternité tout à l'heure, mais considère, on en parlait hier soir d'ailleurs, que beaucoup ne savent plus ce qu'est aujourd'hui la laïcité, par exemple. Ce que ça signifie, d'où ça vient, ce que ça signifie, y compris que c'est une école de la tolérance, la laïcité. On oublie trop souvent, et notamment dans les jeunes générations, mais pas uniquement. Donc moi, ce qui m'importe, c'est qu'effectivement, on se parle, on peut s'affronter dans le respect. Ça m'apparaissait la démocratie, ça s'appelle tout simplement la démocratie. Mais savoir se parler et savoir passer des compromis, alors c'est à la mode en ce moment. Un compromis n'est pas une compromission. C'est tout à fait deux choses différentes. Mais ça suppose une chose, ça suppose, notamment dans l'entreprise, dans les relations sociales, ça suppose d'avoir su construire des deux côtés un rapport de respect et de confiance. Ça ne se construit pas facilement, ça demande du temps et ça peut se détruire très rapidement. Mais en tous les cas, ce rapport de respect et de confiance est pour moi indispensable à ce à quoi j'ai toujours cru, même si je ne pouvais pas toujours l'exprimer comme ça quand j'étais en responsabilité. Quand vous êtes secrétaire général du syndicat, vous ne défendez pas vos positions, vous défendez les positions qui ont été débattues et vous avez un mandat. Bon, j'aurais jamais pu défendre quelque chose avec lequel j'étais complètement en désaccord. Mais enfin, bon, mais moi je crois à un système demain qui sera plus un système de co-construction, chacun dans ses responsabilités, qu'un système qui est trop souvent en France, dû à des raisons historiques, un système d'affrontement. Alors, système d'affrontement, tu parles de mairie, tu parles de co-construction. Tout à l'heure, Julie évoquait les grandes écoles. C'est vrai quand même, on est toujours et encore calé sur ce système de méritocratie républicaine fondé sur ces grandes écoles, l'ENA pour ne pas la citer. Hein. Oui, mais je considère d'ailleurs que, y compris quand on regarde l'évolution du personnel politique quel qu'il soit, je considère j'ai rien contre les énarques en tant que tels, mais qu'il y a trop d'énarques. Mais c'est pourquoi il y a trop d'énarques. C'est aussi parce que si vous êtes haut fonctionnaire, vous pouvez prendre des responsabilités politiques, vous perdez une élection, vous retournez dans votre poste. Donc, c'est le passeport à vie, hein, quelque part. C'est un passeport à vie. Et ça, j'ai toujours considéré que c'était anormal. Pas simplement en termes de responsabilité. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sorti, même le premier d'une grande école, que demain, vous serez un bon manager. Il faut savoir se remettre en question régulièrement. De ce point de vue-là, l'armée fait mieux les choses. L'armée fait mieux les choses parce que si vous devez passer un grade supérieur, vous devez repasser une formation, etc. Donc, vous êtes réévalué de manière régulière. Ce qu'on ne fait pas pour le moment, ça changera peut-être, mais en ce qui concerne au moins la haute fonction publique. Mais ça a des conséquences, y compris pendant très longtemps, à la fois quand on regarde l'origine des ministres, par exemple, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ou des cabinets ministériels, c'est la même chose. Beaucoup de gens qui viennent de l'ENA. Donc, on place les copains. Il y a un entre-soi qui existe ailleurs, mais il y a une forme d'entre-soi. Dans les syndicats, on place les copains. Ça peut arriver. C'est pas qu'on place les copains, parce que si vous avez des responsabilités, vous êtes obligatoirement. On place les camarades, pardon. Ouais, non, c'est bon, peu importe ça. Ou les potes, ou les voilà. Bon, ça c'est pas. Camarade, c'est celui qui partait de la chambre, moi, je vous rappelle, au départ. C'est ça, l'origine du mot, en tous les cas. Bon. Non, parce que quand vous prenez une responsabilité dans le syndicat, quel que soit le niveau, vous êtes élu par le syndicat. Alors, c'est délégué syndical, ça peut être désigné, mais sur suggestion des adhérents de l'organisation. Donc, on place difficilement. Mais quand vous prenez des responsabilités, si bien, vous savez, c'est deux choses. Hein. C'est à la fois, en tous les cas, moi, j'ai toujours perçu comme ça. Quand je suis rentré, quand j'ai été syndiqué au départ, qu'on est venu me chercher, pour des raisons, parce que celui
qui avait pris la responsabilité du secteur économique, cherchait un collaborateur ayant fait Sciences Éco, ce qui était mon cas. Dans ma tête, c'était pour 2 ans, hein, ou 3 ans maximum, et j'y suis resté 37 ans et demi. Donc voilà, c'est avec des responsabilités. Qu'est-ce qui a fait le déclic de se dire c'est un peu comme un virus, on a envie de faire bouger les choses. Moi, je considère que j'ai eu la chance d'exercer une activité, c'est pas un métier, mais d'exercer une activité qui correspondait pour beaucoup à mes convictions. Donc ça, je considérais que c'était une chance en tous les cas. Et en fait, c'est quand vous prenez plus de responsabilités, à la fois, il faut le vouloir, et en même temps, il faut que vous soyez aussi sollicité, quoi. Il faut que tu te présentes, etc. Et ça s'est toujours fait comme ça. Julie, on parlait ce matin, je crois que c'est Aliette qui disait il y a cette diversité, il y a ces identités visibles et puis invisibles. Pour revenir à notre sujet du dilemme identitaire et de ton regard par rapport à tout ça. D'abord, oui, il y a ces identités, mais je repense à ce que vous dites sur l'ENA aussi par rapport à ça, par rapport au système français, qui effectivement fait qu'on recrute sur des concours, donc de la culture générale, sur des choses qui sont des discriminations invisibles en réalité, puisqu'on parle d'identité aussi. Au CFJ, on avait fait le choix, nous, d'abandonner le concours écrit. Culture générale. Ça avait fait un tollé pas possible. On nous a dit, vous allez former des journalistes complètement ignares. Qui ne sauront pas écrire. Hein. Qui ne sauront pas écrire. De toute façon, tout part à volo. Les gens sont très mauvais. Et on l'a fait. Et j'ai créé une école post-bac qui recrutait sans regarder les dossiers. L'école W. Voilà, on regardait pas les... Arrêtons-nous sur l'école W. Ouais. L'idée de cette école post-bac, c'était de se dire 2 choses. C'est qu'on arrivait dans une école à Bac+3 à prendre des super bons universitaires, des très bons élèves et à en faire des reporters, ce qui c'est-à-dire est un crime en fait. Hein. C'est-à-dire on les rendait vraiment très mauvais. Ils étaient capables de ne rien savoir sur rien, de poser des questions idiotes à tout le monde, comme on sait si bien le faire quand on fait des interviews. Et ce chemin-là, on sait le faire dans ce sens-là. Et on ne trouvait pas d'étudiants créatifs à qui on allait apprendre la rigueur de l'écriture, la rigueur de l'enquête et ce dont on avait besoin, et qui vont nous représenter, raconter les histoires de gilets jaunes, de ronds-points qui viendraient d'ailleurs que ce système élitiste français. Donc je me suis dit, là on a un problème nous de recrutement, clairement, que j'ai dans mon entreprise aujourd'hui, que vous avez peut-être aussi. Et puis j'ai un autre problème économique, c'est que je sais très bien faire au CFJ un truc pour 50 élèves, ce serait sympa de pouvoir le faire pour plus et pouvoir faire vivre l'école autrement. Donc on a créé W. Et la découverte en fait, c'est qu'en créant une école sans critères, donc pas de dossier, pas de notes, pas d'épreuves écrites, mais des épreuves de créativité, des rencontres entre eux. Ils étaient recrutés par les élèves eux-mêmes. Moi, je suis allée me former dans les pays scandinaves pour apprendre d'autres méthodes et d'autres approches, parce que bien sûr, je suis formatée comme tout le monde et on l'est tous par un système qui fonctionne quand même pas si mal. On a créé des promotions d'élèves de 100 étudiants dont aucun ne se ressemblait. Et ça, quand on me parle d'identité, je repense à ces promotions et c'est donc maintenant 800 élèves que j'ai accompagnés et dont les parents me disaient, en fait, quand je vois qui ils ramènent à la maison, je ne comprends pas dans quelle école il est, en fait. Parce qu'effectivement, il y avait pour la bonne élève littéraire leur copain rappeur, le jeune Guadeloupéen qui venait d'arriver à Paris repartait avec la Versaillaise truc, et parce qu'ils ne se seraient jamais croisés ailleurs. Il n'y avait qu'une école dans laquelle on allait les recruter sur leurs projets et leurs envies qu'on pouvait... Voilà. Donc moi, la question d'identité, je l'ai vraiment... Bon, elle n'est pas nouvelle, on la connaît, mais j'ai découvert à la fois à travers eux mes propres identités, parce que je pense qu'ils nous racontent aussi nous, cette jeunesse nous raconte nous. J'ai aussi traversé avec eux toute l'époque MeToo, la fluidité de genre, toutes ces choses qui pour moi étaient complètement nouvelles, évidemment. Et je l'ai traversé avec eux dans le sens de le faire dans leur cerveau. C'est-à-dire que j'étais là quand ils doutaient, quand ils pleuraient, quand ils passaient d'un genre à l'autre, quand ils s'étaient perdus, et que j'étais pas là pour leur dire où aller, parce que je savais pas du tout où il fallait aller. Simplement, c'est une expérience. Je me dis que j'ai eu cette chance de découvrir à travers leurs histoires des identités dont je n'avais pas idée. Et pour ça, il fallait quand même trouver, à mon sens, pour revenir à l'entreprise en tout cas, ou un mode de recrutement qui s'adapte à ça. On ne peut pas les trouver, cette diversité-là, si on continue à recruter ou à former les gens de la même manière. Parlons justement de la diversité visible, invisible, et tu dis souvent qu'on stigmatise ou on s'appesantit sur une diversité en oubliant le reste. Bien sûr, moi j'entendais ce matin les patrons de médias parler, j'ai eu des patrons de chaînes télé me dire il me faut un journaliste noir.
Je leur ai dit, écoutez, moi je sais pas, je forme des journalistes, je forme pas des noirs, mais je peux peut-être, aidez-moi à recruter peut-être davantage de jeunes issus de la diversité. Mais la diversité, effectivement, moi j'ai vu des élèves de Sciences Po gagner des concours et venir de familles d'ambassadeurs, c'est pas ça la diversité non plus. Enfin, je veux dire, de quoi on parle? Donc oui, il faut que les médias en particulier, je pense, mais les politiques sûrement aussi, représentent davantage la société, c'est certain. Mais il y a aussi des diversités de points de vue qui sont... Moi, quand j'ai eu les premiers étudiants d'extrême droite que j'avais jamais croisés de ma vie, des élèves d'extrême droite à l'école W, se mettre sur la tronche avec des élèves d'extrême gauche, je me suis dit, bah voilà, là, on a fait un truc. Là, ça m'intéresse. C'était précurseur de... C'est la lutte des classes, hein, c'est ça, ouais. Non, mais ça m'intéresse. Et je pense que ça a été un effort, ça a été un lieu, du coup, quand j'ai eu la première candidate voilée, qui est arrivée aux oraux du CFJ. On a un concours qui est complètement anonyme, très bien. Elle arrive aux oraux du CFJ, donc elle a passé toutes les épreuves parfaitement. Et aux oraux, elle passe les oraux et elle est très bien. Et là, branle-bas de combat, le conseil d'administration se divise en deux. J'avais au conseil d'administration, c'était marrant, il y avait l'AFP, Reporters sans frontières, tous les médias se mettent sur la tronche en me disant « il ne faut pas, il faut, il ne faut pas, il faut ». Bon, donc pile ou face, et on se dit bah il faut évidemment. Enfin, il faut parce qu'elle est prise, parce qu'elle a le niveau, parce qu'on est l'enseignement supérieur. Il faut, je dis évidemment, mais c'est pas évident en fait. Et quand on parle de laïcité, et on en parlait beaucoup, et on en parle toujours beaucoup dans ces écoles, il n'est pas question de juger qui que ce soit et sur sa pratique de la religion, encore moins dans l'enseignement supérieur, puisque c'est un droit. Mais être journaliste voilé en France, c'est pas neutre. C'est un sujet. Et il se trouve que c'est une leçon pour moi, parce que cette étudiante-là, qui a été en apprentissage à l'AFP, et on a découvert que l'AFP avait une charte qui autorisait le port des signes religieux, alors que France 24 ne l'autorisait pas. Enfin, comme quoi, c'est vraiment pas simple. Vous l'avez prise ou pas? Bien sûr, on l'a prise. Celle-ci, on l'a prise. Elle a réussi. Celle-ci, je dis, parce qu'on a eu une seconde l'année suivante qui... C'est quand même étonnant. C'est aussi ça le rôle de modèle qui est intéressant. C'est que la première fois dans l'histoire, on a une étudiante voilée qui rentre à l'école. La deuxième année, on en a 3 qui sont admissibles. Donc je me dis, tant mieux si on arrive à provoquer ça. Sauf que là, même raisonnement et une erreur. Une erreur en fait de perception, puisqu'on s'est retrouvé avec une jeune femme totalement radicalisée, victimaire, impossible, qui ne pouvait pas travailler, qui se mettait en... Voilà. Donc, bref, le voile n'est pas le critère, mais le sujet est là, existe. Et cette identité, la sienne, qui évidemment s'affichait par son voile, qui nous a interrogés à nous sur notre rapport au rôle du journalisme, à la neutralité, qu'est-ce que ça veut dire de porter un signe, n'a pas de solution. Mais c'est pas grave. Moi, je me dis que c'est pas grave si on n'a pas la réponse. Ce qui compte, c'est effectivement de continuer à nous interroger et à faire des erreurs. Peut-être qu'il y a une règle qui existe que je ne connais pas, mais il me semble que la seule règle qui existe, c'est d'essayer. Jean-Claude, ton regard par rapport à tout ça, avec les entreprises, tu travailles avec Alixio, tu participes en tant qu'administrateur de société financière avec ton cabinet de conseil aussi, ton regard par rapport à ce sujet-là sur les jeunes, puisqu'on parlait des jeunes en particulier. Oui, ou au moins, si j'élargis un peu, ce qu'on appelle le fait religieux en entreprise. Moi, j'ai toujours considéré, deux choses. D'abord, l'entreprise n'est pas en charge de l'intérêt général. Voilà, ça, je crois que c'est une position de base. Elle y participe comme acteur, comme tout le monde, mais elle n'est pas en charge de l'intérêt général. L'intérêt général, dans une démocratie, c'est autre chose. Bon. Premier élément. Ça veut dire aussi pour moi que l'entreprise n'est pas un lieu de débat politique ou de débat religieux. Voilà, et que souvent, quand on discute, ça arrive des problèmes de fait religieux en entreprise. On est connu plusieurs fois. Moi, je dis souvent, y compris au RH, utilisez d'abord le règlement intérieur. Et n'hésitez pas à utiliser le règlement intérieur. Il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Certaines entreprises vont plus loin avec des chartes, PAPREC ou autres. Bon, moi, je trouve ça plutôt bien, à titre personnel, ou Inditex fait la même chose également. Ils ont des chartes où le salarié engagé s'engage à toute une série de choses et reconnaît que s'il ne respecte pas, il part, d'une manière ou d'une autre. Mais je crois qu'il faut être assez strict sur ces choses-là. Moi-même, quand j'étais responsable syndical, on a été confronté à ce genre de choses. Quand vous faites une réunion du personnel des entreprises de nettoyage de l'Île-de-France, avec 500 personnes dans la salle, vous avez une partie des personnes qui sont voilées. Parce qu'elles travaillent dans des secteurs où ça existe. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je me souviens également des tentatives, tous les problèmes qu'on avait gérés à l'époque, des problèmes de la RATP.
dont on a parlé, celui qui ne voulait pas monter dans un bus qui avait été conduit par une femme auparavant, qui ne voulait pas serrer. Mais à l'époque, la RATP a eu une permissivité. On disait à l'époque dans les couloirs, c'est la mosquée qui recrute. Voilà. Alors, ce n'était pas la mosquée qui recrutait, bien entendu. Mais la mosquée disait, va à la RATP, là, ils sont en train de recruter. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc, il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. C'est pour moi une atteinte plus globalement à la laïcité, d'une manière générale. Ça a été... quand on parle d'identité, moi, identité nationale, ça me choque déjà. Identité, bon, chacun son identité, elles sont multiples, il y a différents critères, c'était largement expliqué aujourd'hui, mais pour moi, c'est un peu la même confusion entre assimilation et intégration. La République, c'est fait pour intégrer, c'est pas fait pour assimiler. Ce qui est dangereux, c'est le regroupement identitaire. Et là, si on est dans une logique communautariste de regroupement identitaire, ben là, on ne peut plus appliquer les valeurs républicaines. Comment tu analyses la situation actuelle où on est? On en a parlé sur tous les autres sujets depuis ce matin, sur des frictions, sur des oppositions, sur de la radicalité. Le rôle d'un syndicat avec le recul que tu as aujourd'hui, où il y avait cette centralisation, cette verticalité avec la base, et on parle de méritantisme, où on pouvait accéder aux plus hautes fonctions du syndicat après. Ton regard? Le syndicat ne fonctionne pas de manière jupitérienne. C'est plutôt le contraire. C'est l'organisation dans laquelle j'étais, enfin j'y suis encore adhérent d'ailleurs, mais plus de responsabilité, mais c'est la structure de base, c'est le syndicat d'entreprise. Le secrétaire général de la Confédération n'avait aucun pouvoir pour exclure un adhérent ou une adhérente. Il n'a pas ce pouvoir. Seul le syndicat de base peut exclure un adhérent ou une adhérente. Donc c'est les règles statutaires de l'organisation d'une manière ou d'une autre. Non, mais moi je pense plus globalement, aucun système ne peut vivre et fonctionner s'il n'est pas régulé. Je crois qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Après, il ne faut pas que la norme soit aussi pointilleuse qu'elle empêche le système de fonctionner. On sait très bien qu'en France, l'un des problèmes, ou parmi les problèmes, c'est on change les règles du Code du travail régulièrement, et c'est pareil pour la fiscalité. Bon, à un moment donné, il faut de la stabilité si on veut pouvoir faire les choses correctement. Mais la régulation, ça suppose quoi? Ça suppose on l'a vu pendant la crise sanitaire. Si les pouvoirs publics, en France comme ailleurs, n'étaient pas là, ça aurait été compliqué quand même. Bon, donc ça, c'est la charge de l'intérêt général pour moi. Après, l'entreprise, je dis bien, elle y participe. Et elle y participera de plus en plus à travers ce qu'on appelle le partage des valeurs, à travers tout ce qu'on appelle ESG, RSE, etc. L'entreprise est de plus en plus, y compris jugée dans l'environnement dans lequel elle travaille, c'est évident. Mais pour autant, on ne doit pas demander, on ne doit pas donner à l'entreprise un rôle qui n'est pas le sien. Sinon, on ne s'en sortira plus. Alors, et il y a un affaiblissement, c'est vrai qu'il y a un affaiblissement de la démocratie. Ce qui se passe dans notre pays ou dans d'autres pays aujourd'hui. Affaiblissement syndical aussi, on peut le dire? Oui, mais... Il y en a trop? Ouais. Trop de syndicats, oui, ça je suis d'accord. Ça, il y en a trop. Ça, c'est les tribus gauloises. Il y aurait 3 organisations, ce serait bien suffisant dans notre pays. Ça, j'en suis convaincu. Bon, mais ça se décide pas comme ça, quoi, d'une manière ou d'une autre. Julie, revenons sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur la diversité, sur l'identité. On parlait de social avec Jean-Claude. Toi, il y a quelque chose qui t'hérisse, c'est le social washing. Non, mais effectivement, c'est comme le greenwashing, quoi. C'est effectivement, je pense qu'il faut faire attention à faire les choses avec de la vérité, à faire des choses auxquelles on croit. Et il y a, alors, c'est presque de la diversité washing, quoi. C'est-à-dire que le nombre d'entreprises, de médias qui recrutent sur des bourses à la diversité, sur des concours à la diversité, et il faut faire rentrer encore une fois cette jeune fille voilée en est la preuve. C'est qu'il en faut une, il en faut 2 pour qu'à un moment les gens crèvent le plafond de verre. Donc, mais il y a eu une petite anecdote moi, qui me fait rigoler sur l'Obs parce que quand on est l'Obs avait fait un pot il y a quelques temps. Ils ont fait une photo de leur groupe sur le balcon du journal. Ils étaient très contents d'être là. Et cette photo a fait le tour des réseaux sociaux parce qu'il n'y avait que des blancs et des gens plutôt âgés.
Et c'était un scandale. Mais l'histoire d'un journal ne peut pas être un scandale. Que le journal, et donc c'était tout le débat, c'est que collectivement on réfléchisse à améliorer les choses, à recruter différemment, mais se mentir sur ce qui est aujourd'hui, sur ce que sont aujourd'hui les médias, n'arrange rien. Donc je pense qu'il faut, à force de mettre en avant les 2-3 journalistes issus de la diversité, les 2-3 mesures qui vont permettre à tout le monde d'avoir une bonne conscience, on oublie que c'est un travail de super longue haleine qui commence au primaire, au collège, dans toutes les écoles d'enseignement supérieur. Donc ça, oui, ça me fait un peu rigoler de voir des gens qui parlent, qui communiquent beaucoup. On communique énormément sur ces sujets-là, qui sont des sujets super sensibles et sur lesquels on fera des erreurs, on en fait tous les jours. Donc un peu de modestie, un peu de discrétion, parfois, ne nuit pas. Je discutais, je crois que c'était avec Gilles de Robien tout à l'heure, sur des journalistes qui confondent les éditoriaux avec le traitement de l'information. Quand on a un éditorial, on affiche que c'est un éditorial. Journaliste, militant, ton avis par rapport à... Ça a été mon grand combat au CFJ. Mais effectivement, quand on recrutait les étudiants au CFJ, les premiers trucs qu'ils vous disent, c'est ce pourquoi ils votent, par exemple. Je dis, moi, je ne veux surtout pas le savoir. Enfin, je ne te demande pas, est-ce que c'était de ma question ? Je ne veux pas le savoir. Et ils affichent leur orientation sexuelle, leur combat, leur LGBT, leur truc. Et c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, les journalistes font partie, pour moi, un peu comme les fonctionnaires, peut-être que des fonctionnaires de la laïcité, justement. On doit être les garants d'une forme de neutralité. Un fonctionnaire peut croire ce qu'il veut, faire ce qu'il veut chez lui, un journaliste bien sûr aussi, mais dans l'exercice de son métier, je trouve que c'est quand même, ça s'est un peu perdu, cette idée de neutralité, de tentative d'objectivité, au moins d'y tendre. Je ne voudrais pas qu'un juge, et pourtant je sais qu'un journaliste n'est pas censé être un juge, mais puisse se présenter dans un tribunal avec ses convictions affichées sur ses t-shirts. Je pense que ce n'est pas sain. Donc oui, le militantisme qui s'affiche sur les réseaux sociaux partout maintenant, tout le monde doit penser quelque chose sur tout et défendre des convictions qu'ils croient être seulement les leurs. Ça pollue et bien sûr leur travail. Maintenant, ça s'apprend aussi dans les écoles. Et ça, c'est quelque chose que je sais que toutes les écoles de journalisme sont confrontées à ça. On en parle beaucoup entre nous. Et normalement, si on fait bien notre boulot, si elles font bien leur boulot maintenant, au bout de 2-3 ans, et dans les médias ensuite, ça se calme. Il n'empêche que dans les rédactions encore, je vois des journalistes, mais c'était le cas il y a 20 ans, 30 ans, qui étaient des militants aussi. Les journalistes militants, ça existe. Mais moi, je pense que ça fausse le débat démocratique. Voilà. Julie, j'ai passé le micro à Jean-Pierre. Si je te suis bien, c'est recruter avant tout les gens sur leurs valeurs, sur ce qu'ils sont et... Sur leur vocation. Oui. Enfin, je pense qu'on peut être un journaliste de gauche, de droite, sur leur vocation. Qui sachent pourquoi est-ce qu'on fait ce métier. Et d'abord, effectivement, si on devient journaliste pour défendre ses propres combats, on devrait plutôt, je pense, être syndicaliste ou politique. Il y a des endroits pour ça. D'où l'idée du mérite par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Et moi, je ne suis pas très à l'aise avec le méritantisme. Jean-Pierre qui a trouvé cette bonne idée. Non, mais dans le sens où j'aime l'idée, parce que je ne suis pas sûre qu'on mérite souvent ce qui nous arrive. Je crois au choix, effectivement. Je crois à des choix qui peuvent se faire. C'est très camusien dans l'esprit. Mais j'ai vu aussi, trop de... Je prends des exemples. J'ai vu des journalistes, par exemple, des jeunes journalistes exploser dans leur carrière en étant partis de rien. Alors on peut se dire qu'ils le méritent grâce à leur détermination, leur travail, bon c'est ça on le sait, mais en fait surtout aussi par leur culot, j'allais dire, qui est une forme de chance, le culot, ou d'insouciance ou d'inconscience. Et justement en France où on est tellement attaché au fait d'être un bon petit soldat, et je suis bien placée pour en parler au CFJ, puisqu'on a été, l'école a été justement critiquée pour former des soldats du journalisme. Je suis certaine que les meilleurs seront d'abord ceux qui ont une vocation. C'est ça qui les anime, c'est ça qui les fait aller dans un métier pas payé. C'est ça qui empêche aussi la diversité, en partie. C'est que pour plein de jeunes en difficulté financière, c'est pas le choix de la meilleure carrière, en fait. Et je crois que si un critère explique en partie pourquoi il y a si peu
de jeunes issus des milieux défavorisés, c'est parce qu'ils préfèrent aller être youtubeurs ou faire de la com, que ça paye beaucoup plus, c'est beaucoup mieux. Je voulais rebondir parce que je crois qu'on est effectivement tout à fait dans le sujet. Bon, Fred a dit que j'étais le coupable de la titraille, c'est vrai. Et simplement, ce que je voulais dire à travers le méritantisme, c'est que je pense que la méritocratie républicaine était une chose qui dans le fond, s'évaluait fondamentalement à travers la notion de diplôme et de concours. Bon. Alors, il y avait cette petite brèche qui avait été introduite finalement avec les boursiers de la République, qui était une façon de compenser à un moment donné un manque. Et je trouve qu'avec le méritantisme, ce qui pour moi est autre chose, c'est que certes, il y a la méritocratie, et simplement, on est en train de se dire qu'il y a quelque chose qu'il faut compenser, que ce quelque chose, ça peut être la couleur, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être, etc., et que ce quelque chose donne quelque part un droit à une compensation par la société parce qu'on a été, d'une certaine façon, qu'on est considéré comme avoir été défavorisé. Alors à un moment donné, cette défaveur, c'était uniquement la défaveur économique. On n'avait pas les moyens d'eux, donc on compensait ça avec les bourses. Mais aujourd'hui, on a tendance, que ce soit à travers les quotas, que ce soit à travers un moment, ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai des médias qui m'ont dit « trouve-moi un journaliste noir », etc., etc. Il y a cette idée qu'il est du rôle alors, de l'entreprise, mais de la société en général, de compenser une partie de ce qui pourrait être considéré comme un manque de mérite républicain par quelque chose. Et ce quelque chose, alors une fois de plus, on peut s'interroger sur sa légitimité, sur tout, mais en quoi, à un moment donné, quand on est en position de recruter, quand on est en position de défendre des salariés comme un syndicaliste, comment est-ce qu'on est en face de ça quand on est obligé d'introduire des critères qui ne sont pas des critères qu'on pourrait considérer comme purement objectifs? Julie et puis Jean-Claude. Tu me montrais à l'instant effectivement une référence aux bourses. C'est intéressant parce qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de diversité et donc des concours pour la diversité où des étudiants refusaient de postuler. En disant merci mais non quoi. Enfin donc refuser de postuler pour les bourses, on est d'accord. Pour ces bourses encore une fois pour rentrer d'abord pour avoir de l'argent puis pour rentrer devant les médias. Donc ne voulaient pas être ramenés à l'identité qu'eux-mêmes avaient peut-être défendue par ailleurs. Bon, ok. Donc ça fonctionne en fait. Il y a un biais énorme dans ce truc-là. Tu veux dire qu'ils trouvaient ça presque dégradant, c'est ça les ramenait, cette identité que eux-mêmes essayaient de dépasser, et tout en l'alimentant en permanence. Enfin bon. Donc c'est assez difficile à démêler. Moi, j'ai aussi en tête, dans ces aides financières, on avait à l'école des aides financières, et j'ai constaté que les étudiants dont on payait 100% de la scolarité, et c'est fou parce que je pense que c'est quasiment 90% des cas, échouaient. Non mais échouaient, c'est-à-dire que c'est le goût de l'effort. Je n'ai pas fait de sociologie sur le sujet, mais oui, j'imagine qu'il y a un rapport c'est comme un peu chez le psy, il faut payer pour être aidé. Enfin, à un moment, mais donc il y a ces aides, ces soutiens, ces mesures, ces critères, tout ce qu'on peut faire et qu'on pense bien faire avec des bonnes intentions pour justement dépasser notre modèle. Voilà, à rencontre plein de biais. Il faut qu'on ait encore une fois cette humilité de reconnaître nos erreurs. Donc quand on se trompe là-dessus, il faut réfléchir à des systèmes qui fonctionnent mieux et encore une fois comprendre ce qu'on vise. Et moi, il me semble, quand je repense au recrutement, ou en tout cas au recrutement des journalistes, que ce que j'espère, ce que moi je vise, c'est des journalistes qui effectivement aient le sens de leur vocation, d'où qu'ils viennent, soient capables de parler, et donc je reprends un sujet tout à l'heure dont on parlait avec d'autres, de parler d'islam sans être musulman, de parler de banlieue sans être de banlieue, de parler de Versailles sans être de Versailles. Pourquoi ? Parce que ça c'est un travers ou parce que c'est un énorme sujet pour les écoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des étudiants nous disent je ne peux pas aller faire cette manif, je ne suis pas concernée. Je ne peux pas parler de MeToo, je ne suis pas une femme. Je ne peux pas. Voilà. Je peux pas parler des banlieues parce que je ne suis pas moi-même. Parce que je ne suis pas concernée.
dans cette espèce de besoin d'empathie totale avec son sujet, ce qui revient au problème du militantisme, c'est que je comprends très bien et je sais combien de journalistes sont militants, y compris à l'Obs évidemment, mais l'écueil premier est celui-là, c'est qu'à un moment, comment on fait quand on traite un sujet et qu'on pense qu'on est plus légitime parce qu'on est militant, on est moins légitime parce qu'on est militant, on est... Voilà. Jean-Claude. Oui, je peux dire par expérience, là, alors, quand j'étais en responsabilité syndicale, effectivement, il y a des journalistes militants. Je sais même que parfois que des journalistes militants FO étaient encore plus durs avec moi que s'ils étaient ailleurs. Donc, on trouve tous les cas de figure d'une manière générale. Mais parce que, justement, disant, mais c'est parce que je suis dans le même syndicat, ben, je dois encore être... plus sévère avec toi qu'avec un autre. Bon, ok, j'ai accepté, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la notion républicaine d'égalité, c'est pas l'égalitarisme. Pour moi, la notion de base de l'égalité républicaine, c'est l'égalité de droit. C'est assurer un minimum d'égalité de droit entre l'ensemble des citoyens. Si on est dans le domaine de la cité ou si on est dans le domaine de l'entreprise, c'est assurer un minimum d'égalité de droit entre l'ensemble des salariés de l'entreprise. Voilà, bon, ça passe par la négociation, etc. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'antagonisme entre mérite républicain et égalité. Reconnaître le mérite, après, il regarde les manières dont on reconnaît le mérite. Ça, c'est tout à fait un autre débat. Quand on dit que, ce que vous rappeliez, le fonctionnaire en France, il a une neutralité, par définition. C'est dans le statut du fonctionnaire. Ça passe aussi par le mode de recrutement. Je ne parle pas de l'ENA ou des très hauts postes, mais c'est un mode de recrutement anonyme. C'est des concours qui sont anonymes. C'est comme ça qu'on recrute encore aujourd'hui, en tous les cas pour les postes de titulaires dans la fonction publique. Mais ça va de pair avec la neutralité de la fonction publique. Alors ça n'exclut pas après, d'une manière générale, pour corriger des inégalités, quelle que soit l'origine de ces inégalités. Moi, je suis plutôt sur l'aspect des inégalités sociales et économiques. Je suis très méfiant sur... J'accepte la diversité, mais attention au dérapage. Voilà. Et ça, moi, je suis vraiment très attaché. Enfin, je considère que si la France résiste mieux que d'autres pays à certaines vagues qui viennent des États-Unis ou type wokisme, etc., c'est aussi parce qu'on a encore une référence aux principes républicains. D'autres pays sont plus perméables parce qu'ils n'ont pas cette tradition et cette référence. Donc attention à ne pas les banaliser et surtout bien les réexpliquer. Jean-Claude, oui. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où on voit qu'on affiche son identité ou son étiquette syndicaliste qui embarquerait le tout, qui serait le avant tout, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais avant tout, Philippe, quand tu as ouvert cette journée. Ton regard par rapport à ça et par rapport au méritantisme, certains ont coutume de dire qu'il y a des apparatchiks syndicaux. Oui, non, mais ça, moi, on m'a dit de moi que j'étais un apparatchik. Bah oui, quand vous consacrez tout votre temps au syndicalisme en tant que tel, d'une certaine manière, oui. Moi, je sais que je passais 2-3 jours en déplacement, aller visiter des usines, discuter avec les salariés, pour justement ne pas être coupé. Pas être hors sol. Bah oui, s'il passe son temps à négocier avec le patronat et aller voir les ministres et le président, on finit par être hors sol. Les présidents de la République sont tous plus ou moins hors sol, parce que l'Élysée, c'est un bunker. S'ils ne savent pas avoir les capteurs autour d'eux pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le pays, on comprend que Macron ou un autre ne va pas aller se balader tout seul dans les rues de Paris. Ça, on le comprend très bien. Mais donc, à partir de là, il faut qu'ils trouvent des méthodes pour effectivement comprendre, mais ça passe par les capteurs, l'entourage et les capteurs. Mais bon, ça, apparatchik. Est-ce que c'est un bon délégué ? Qui, Macron ? Un bon délégué syndical, qu'est-ce que c'est ? Un bon délégué, c'est d'abord un bon professionnel. Les anciens disaient ça, mais ils ont raison. Quelqu'un qui est reconnu comme bon professionnel par ses pairs, en fait, s'il est délégué, il sera bon délégué. On a tous connu, tous les syndicats ont connu ça, celui ou celle qui vient se protéger parce qu'il va avoir un problème, mais qui essaie de se faire désigner comme délégué. En général, ça ne marche pas. Voilà. Quand je dis ça ne marche pas, c'est que c'est pas là que le syndicat va se développer. Donc, un bon délégué syndical, c'est d'abord un bon professionnel. On va terminer avec ça. Un bon canard, un bon news magazine, la dirigeante du Nouvel Obs, de l'Obs. D'abord, un bon journaliste, pour moi, c'est un journaliste qui pense contre lui-même,
Et ça, c'est Jean Daniel qui le disait, le fondateur de l'Obs. Et comme l'Obs a été élu meilleur magazine de l'année, je dirais qu'un bon canard, c'est l'Obs. Donc c'est tout. Abonnez-vous. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment.